L'écologie, on appelle ça l'écologie, mais c'est la plus grande cause humanitaire au monde, parce qu'il s'agit de la survie de 8 milliards d'êtres humains et de leur descendance. En fait, si on a perdu ça, on a tout perdu. Ça ne sert à rien de lutter contre le cancer ou de lutter contre quoi que ce soit d'autre si on est dans un effondrement du vivant. Aujourd'hui, c'est l'effondrement du vivant, la première menace. Hein. On parle beaucoup du changement climatique, c'est un vrai souci. Mais c'est d'abord et avant tout l'effondrement du vivant qui nous menace. Et c'est uniquement dû à nous. C'est-à-dire qu'on est une bande de... Tu ne parles même pas de réchauffement climatique. Je ne parle même pas de réchauffement climatique. Je parle de ce qu'on appelle la biodiversité. Moi, j'aime pas ce terme parce que ça nous exclut. Moi, je parle du vivant, en fait, dont nous faisons partie. On est la plus grande force de destruction du vivant que cette planète ait jamais connue. C'est nous. Non seulement Sea Shepherd Global a évincé Paul Watson avec un mail de 3 lignes en 2022 en disant « Tu ne fais plus partie du bureau de Sea Shepherd Global ». Ils ne lui ont plus jamais répondu, ils ne lui ont plus jamais adressé la parole. Pour quelle raison ? Parce qu'ils ils ont envie de s'institutionnaliser, en fait, ils deviennent mainstream. En fait, avec cette série télé Well Wars dont je parlais tout à l'heure, Sea Shepherd a acquis une notoriété, a gagné en puissance, en argent, en donateurs, etc. Et a commencé à intéresser aussi des grands groupes comme par exemple les assurances Allianz, comme la loterie néerlandaise notamment, qui donne des millions à Sea Shepherd Global. Et puis ils ont commencé à développer des partenariats avec des gouvernements africains. Et en fait, ils se sont laissés tenter par l'institutionnalisation et par le fait d'avoir des gros donateurs. Le volume d'argent de toutes ces dépendances ou maintenant dépendances qui sont affranchies, c'est quel volume financier? Par exemple, Sea Shepherd France, c'est combien qui rentre, combien qui sort? Et ensuite, les autres? En fait, c'est pas tant que ça. Tu vois, la France, par exemple, nous, on est à un budget de 3 millions par an. Juste pour te donner un ordre d'idée, Greenpeace France, c'est plus de 25 millions. Tu vois, donc c'est pas du tout... et au niveau international, alors, ils sont à plus que nous, évidemment, mais par rapport à des grosses machines comme Greenpeace ou comme le WWF, ça reste des petits poussés, en fait. Paul Watson, il n'a pas de fortune personnelle, il n'a jamais tapé dans la caisse, il n'a jamais utilisé tout ça pour lui. Lui, déjà, il a été bénévole pendant plus de 20 ans. Et ensuite, alors... comment ? Combien il a été payé ? Il a été bénévole. Ah, bénévole. Bénévole pendant plus de 20 ans. Et ensuite, il a été payé aux États-Unis. Ils lui ont proposé, enfin, le gars qui a récupéré Sea Shepherd US lui a proposé $300 000 par an pour juste fermer sa gueule. Tu vois, en lui disant, en fait, maintenant, Sea Shepherd, ça va devenir autre chose. Nous, on va travailler avec les gouvernements, on va être une asso qui a pignon sur rue, etc. Toi, tu as quand même un héritage, tu restes un leader charismatique, son nom a une histoire, donc ça les intéressait de le garder. Par contre, il fallait surtout qu'il la ferme. Ça a été verbalisé. Et il a refusé de faire ça. Mais ça a été vocalisé, verbalisé par... Ça a été verbalisé par Pritam Singh, qui est celui qui a repris Sea Shepherd US. Par écrit, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui a été écrit, c'est que Sea Shepherd devait devenir autre chose, s'institutionnaliser, et que clairement, d'ailleurs, ça devenait presque l'éléphant dans la pièce, le Watson problème, c'est-à-dire le problème Watson. Et moi, je trouve que c'est un truc qui en dit long. Enfin, je pense qu'on écrira un bouquin là-dessus sur le problème Watson. En fait, finalement, c'est ce truc originel, tu vois, c'est un peu l'âme du mouvement, tu vois, qui finalement fait chier ceux qui sont arrivés après et qui ont voulu le corrompre, l'emmener vers autre chose. Et effectivement, c'est un gros problème, puisque... c'est peut-être aussi leur propre motivation. Mais on les connaît, leurs motivations. Elles sont évidentes. Leur motivation, si tu veux, c'est de se dire... nous, on sait qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est garder les gros donateurs. Quand tu as des financiers comme Allianz, tu peux pas avoir un gars qui dit « moi, je vais couler des baleiniers ». C'est pas possible. Tu vois, Sea Shepherd d'Australie, par exemple, qui fait des alliances avec Austral Fisheries, qui est une entreprise de pêche industrielle qui va pêcher en Antarctique. Et donc, peut-être qu'ils négocient une pêche plus responsable, alors, ils parlent avec de une empreinte CO2 moins importante. Ouais.
Ouais, quand tu vas pêcher en Antarctique des poissons qui vivent 150 ans, qui ont une maturité sexuelle à 30 ans, que tu vas même pas vendre en Australie parce que c'est trop cher pour l'Australien moyen, mais que tu vas le vendre, c'est ça la légine australe, mais que tu vas la vendre en fait dans des restos chics aux États-Unis. Ouais, c'est le genre de pêche durable, éthique qu'on a envie de défendre. Enfin, de toute façon, c'est pas le rôle de Sea Shepherd de défendre quelque forme de pêche que ce soit. Maintenant, on fait la différence entre, évidemment, la pêche de subsistance et ce genre de pêche qui est un business honteux, tu vois. Mais là, on a quand même une antenne de Sea Shepherd, qui est Sea Shepherd Australie, qui s'associe à ce type-là, qui s'appelle David Carter, le PDG de Australia Fisheries, qui clairement utilise Sea Shepherd d'Australie pour faire du greenwashing. Peut-être pour apprendre à pêcher d'une façon plus éco-responsable. Eh ben, qu'ils prennent sa canne à pêche alors, qu'ils nous prennent pas des navires-usines géants qui vont pêcher des tonnes de poissons qu'ils va revendre ensuite à des prix exorbitants. J'ouvre une parenthèse. Les institutions, ceux qui ont signé sauver les bébés phoques, sauver les baleines, sauver le désert blanc, la main sur le cœur. Quand ils voient les Japonais ou d'autres pays aller chasser, aller pêcher dans des zones censées être des sanctuaires, ils font quoi? Ils vont aux Nations Unies, ils tapent sur la table en disant « Oh là là, c'est pas bien, Japonais, c'est pas bien ». Ouais, c'est ça. Ils mettent des amendes, comment ça se passe? Non, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de sanctions. Alors que dans la Commission baleinière internationale, c'est l'institution qui régule justement la chasse baleinière, il y a des sanctions économiques prévues pour ceux qui violent le moratoire. Jamais aucun pays n'a voulu mettre en place de sanctions économiques contre le Japon. Quel type de sanctions et quel volume ça représente combien? Alors, j'ai pas les détails, mais je sais que le système de sanctions économiques peut se faire. Notamment, par exemple, c'est ce qui est fait contre le Mexique, par exemple, sur la question des crevettes, parce qu'il y a des vaquitas, une espèce de marsouin protégé sur lequel le Mexique ne fait pas le job. Il y a eu des sanctions économiques qui ont été prévues contre le Mexique, donc avec une sorte d'embargo sur l'achat des crevettes. Donc il y a des embargos et des sanctions économiques qui peuvent se faire, sauf que personne n'a jamais voulu le faire contre le Japon. Et donc, tu as tous les ans les pays comme la France, notamment, qui disent nous regrettons profondément que le Japon s'entête à retourner chasser en Antarctique. Voilà. Et donc moi, quand je vais en Antarctique la première fois... On prendrait bien un petit sushi. Limite, c'est ça. Bah oui, autour d'un petit buffet de sushi. Et en fait, quand je vais en Antarctique la première fois, je me souviens que vraiment, pour le coup, c'est un peu une douche froide parce que tu es dans un environnement qui est complètement dingue. Tu vois des baleines, en l'occurrence, moi c'était la première fois de ma vie que je voyais des baleines. Donc déjà, quand tu vois des baleines dans un contexte normal, c'est époustouflant. Il y a quelque chose de magique, ou alors c'est que t'es mort à l'intérieur. Et en fait, tu les vois, et en même temps, tu sais qu'elles sont traquées par des baleiniers. Et je me dis, mais en fait, on est là, on est 40 clampins sur un vieux rafio qui a 50 ans d'âge, en plein milieu d'un sanctuaire baleinier antarctique au bout du monde, à affronter les 40e rugissants, les 50e hurlants pour essayer de sauver ces baleines qui sont protégées. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Et on est obligé de couper le carburant à bord couper le chauffage à bord pour gratter une semaine de plus. Tu vois, on dort avec des bouillottes. Et je me dis, mais c'est délirant. En fait, c'est complètement délirant. C'est ça la situation, en fait. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Et c'est pour ça que quand je suis rentrée en France de cette campagne-là, j'ai créé Sea Shepherd en France. Parce que je me suis dit, mais en fait, les gens doivent savoir ça. C'est pas possible. Les journalistes, ils vous aident un peu ou pas du tout? J'aimerais bien que les journalistes ils s'intéressent autant à nous qu'ils peuvent s'intéresser à Brad Pitt ou Kim Kardashian. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, je suis pas prête à tout non plus, Mais tu sais, Paul a dit une fois, et si je dois coller le message il faut sauver l'océan sur le cul de Kim Kardashian pour que tout le monde s'y intéresse, je le ferai, quoi. C'est dégradant. C'est terrible, mais on en est là, en fait. Donc, il y a des journalistes qui en parlent, il y en a qui s'y intéressent, mais c'est tellement à des années-lumière de ce que ça mériterait. Tu vois, en fait, moi j'ai l'habitude de dire que l'écologie, on appelle ça l'écologie, mais c'est la plus grande cause humanitaire au monde, parce qu'il s'agit de la survie de 8 milliards d'êtres humains et de leur descendance. En fait, si on a perdu ça, on a tout perdu. Ça sert à rien de lutter contre le cancer ou de lutter contre quoi que ce soit d'autre si on est dans un effondrement du vivant. Aujourd'hui, c'est l'effondrement du vivant, la première menace. On parle beaucoup du changement climatique, c'est un vrai souci. Mais c'est d'abord et avant tout l'effondrement du vivant qui nous menace. Et c'est uniquement dû à nous. C'est-à-dire qu'on est une bande de... Tu ne parles même pas de réchauffement climatique. Je ne parle même pas de réchauffement climatique.
Je parle de ce qu'on appelle la biodiversité. Moi, j'aime pas ce terme parce que ça nous exclut. Moi, je parle du vivant, en fait, dont nous faisons partie. On est la plus grande force de destruction du vivant que cette planète ait jamais connue. C'est nous. C'est terrible, quand même. Tu vois, donc on est bien... Il y a eu la météorite. Et on est pire que la météorite. Parce qu'en fait, on a enclenché la 6e crise d'extinction massive qui est encore plus rapide que la 5e qui a été déclenchée par la météorite. On est pire que les catastrophes nucléaires, on est pire qu'une météorite. On est pire que ce qui a déclenché l'extinction des dinosaures. Tu vois, et c'est la première fois, surtout c'est la première fois dans l'histoire de cette planète, qu'il y a une espèce, une seule, qui se rend responsable d'une crise d'extinction massive. Donc aujourd'hui, dans l'histoire de cette planète, malgré toutes les crises qu'elle a connues, la plus grande crise d'extinction du vivant, c'est nous. C'est le petit primate que nous sommes. Tu vois ? Et en fait, on est super fiers de tout ce qu'on a pu faire. C'est vrai qu'on fait des trucs géniaux. Hein. On écrit des poèmes, des chansons. On est capable de... Voilà, cette technologie-là, c'est super. Sauf qu'en fait, on est en train de détruire la vie. On est en train de se détruire nous-mêmes. Et donc, quand on dit, mais finalement, nous, ça va quand même, parce que voilà, on est 8 milliards, etc. En fait, tu sais, il y a 3 signes avant-coureurs d'extinction d'une espèce. Tu as l'explosion démographique, l'occupation de toutes les niches écologiques et la surexploitation des ressources. Donc en fait, là, quand on se regarde, on est en train de regarder une espèce en voie d'extinction.